Un étudiant en physique de 22 ans, sans diplôme ni formation médicale, s'est rendu un après-midi à la bibliothèque universitaire. En quelques heures, armé d'un manuel de médecine, il a diagnostiqué un cas que tout un hôpital rempli de médecins n'avait pas réussi à résoudre. Ces professionnels avaient mémorisé chaque maladie de leur manuel. Ils pouvaient réciter les symptômes, nommer les affections, rédiger des ordonnances, mais lorsqu'une patiente ne correspondait pas exactement aux descriptions, ils étaient désemparés. Ils ne savaient pas comment raisonner. Ils ne savaient que se souvenir. Cet étudiant en physique était Richard Feynman. La patiente était la femme dont il était amoureux depuis ses 15 ans. Et elle était en train de mourir tandis que les médecins se disputaient sur un diagnostic qu'ils finiraient par se tromper à 3 reprises. Cette histoire révèle comment un homme sans aucune formation médicale a prouvé, grâce au dossier médical de sa propre femme, que ceux à qui nous confions nos vies avaient mémorisé la médecine, mais ne l'avaient jamais comprise. Et la profession médicale commence seulement maintenant à l'admettre. Elle s'appelait Arlene Greenbaum. Les ennuis ont commencé par une grosseur au cou, qui apparaissait, disparaissait, puis revenait. Son oncle, un médecin agréé, lui a conseillé de la masser avec de l'huile d'oméga. C'était son avis médical pour ce qui s'est avéré être une maladie mortelle. Lorsque les choses ont empiré, fièvre, gonflement, douleur, un deuxième médecin l'a admise à l'hôpital et a diagnostiqué une fièvre typhoïde. Quarantaine complète, blouse spéciale, toute la procédure. Feynman a fait ce qu'il faisait toujours. Il est allé chercher des informations. Il a découvert que la typhoïde avait un test définitif, le test de Widal, qui vérifie la présence de bactéries et donne un résultat clair, oui ou non. Il a donc posé une question simple au médecin. Quel a été le résultat du test de Widal? Il était négatif. Feynman a insisté. Pourquoi la quarantaine? Pourquoi les blues? Pourquoi la traitez-vous pour une maladie que votre propre test dit qu'elle n'a pas? Le médecin ne lui a pas répondu. Au lieu de cela, il est allé se plaindre aux parents d'Arlene, et la famille a dit à Feynman de ne pas s'immiscer. Après tout, c'était le médecin, et lui n'était que son fiancé. Des années plus tard, Feynman a écrit à ce sujet dans « Qu'est-ce que ça peut vous faire ce que les autres pensent ?» Voici ces mots. « J'ai découvert depuis que ces gens ne savent pas ce qu'ils font et s'insultent quand vous faites une suggestion ou une critique. Pensez à ce qui venait de se passer. Un test était revenu négatif. Le médecin a ignoré son propre test. Un jeune homme de 22 ans, avec une carte de bibliothèque, l'a fait remarquer. Et la réponse du médecin n'a pas été de reconsidérer, mais d'appeler les parents du jeune homme. Mais Feynman ne s'est pas arrêté là. Arlene s'est améliorée pendant un certain temps. Puis les gonflements sont revenus, aisselles, haine, partout au niveau des ganglions lymphatiques. Un nouveau médecin l'a examiné. Maladie lymphatique, a-t-il dit. Mais laquelle? Il ne savait pas. Alors Feynman est entré dans la bibliothèque de Princeton. Il a sorti les manuels sur les maladies lymphatiques et a commencé par le début. La tuberculose des glandes lymphatiques, disait le livre, est très facile à diagnostiquer. Il l'a donc écarté. Si c'était facile, les médecins l'auraient déjà trouvé. Cette logique avait parfaitement du sens à l'époque. Cela s'avérait être la plus grande erreur qu'il ait jamais commise. Il a continué. Lymphadénome, lymphadénome, maladie de Hodgkin, toutes des formes de cancer. Et puis il a remarqué quelque chose dans la littérature médicale qui l'a glacé. Il l'a décrit plus tard avec ses propres mots. La seule différence entre le lymphadénome et le lymphadénome était, d'après ce que j'ai pu comprendre en lisant très attentivement, que si le patient meurt, c'est un lymphadénome. Si le patient survit, du moins pendant un certain temps, alors c'est un lymphadénome. Deux noms différents, la même maladie. La seule variable était de savoir si vous finissiez dans un cercueil ou non. Et c'était la terminologie que les médecins qualifiés utilisaient pour prendre des décisions de vie ou de mort. Feynman a conclu que l'explication la plus probable était une maladie incurable. Il l'a dit à Arlene, mentionnant la maladie de Hodgkin par son nom. Lorsque Arlene a revu son médecin et lui a demandé « Est-ce que ce pourrait être la maladie de Hodgkin ?» Le médecin a répondu « Eh bien oui, c'est une possibilité. » Puis elle est allée à l'hôpital du comté, et le médecin traitant a écrit ce qui suit sur son dossier. Maladie de Hodgkin, point d'interrogation. Un médecin qualifié a écrit un point d'interrogation après son propre diagnostic. Un étudiant en physique lisant les mêmes manuels dans une bibliothèque était arrivé au même niveau de certitude. La différence était que l'étudiant ne prétendait pas en savoir plus qu'il ne le faisait. La réaction de Feynman, selon ses propres mots, « J'ai donc réalisé que le médecin n'en savait pas plus que moi sur ce problème. » Mais le moment le plus dévastateur de toute cette histoire s'est déroulé lors d'une réunion dont personne ne parle. L'hôpital avait convoqué une session spéciale pour discuter du cas d'Arlene.
Après la réunion, une infirmière a conduit Arlen dans le couloir où Feynman attendait. C'est alors qu'un petit homme est sorti en courant de la salle de réunion, essoufflé. Il les a rattrapés et a posé une seule question à Arlen. « Dites-moi, crachez-vous du sang? Avez-vous déjà toussé du sang ?» L'infirmière s'est retournée contre lui. « Allez-vous-en. Quelle sorte de question est-ce là à poser à une patiente ?» Elle a regardé Feynman et Arlen et a expliqué. Cet homme est un médecin du quartier qui vient aux réunions et fait toujours des problèmes. Feynman a écrit 3 mots sur ce moment. Je n'ai pas compris. Tousser du sang. C'est un symptôme classique de la tuberculose, la maladie qu'Arlen avait réellement. Ce médecin, un fauteur de troubles, était la seule personne dans tout l'hôpital à poser la bonne question. Et le système l'a fait taire, l'a ignoré, l'a traité de gêneur, parce que sa question ne correspondait pas à la théorie officielle. Après de nouvelles délibérations, l'hôpital a opté pour la maladie de Hodgkin. Fatale, sans remède. Un médecin a pris Feynman à part, lui a donné le pronostic, puis a dit « Nous allons lui dire que c'est une fièvre glandulaire ». Feynman a refusé. « Nous avons déjà discuté de la possibilité de la maladie de Hodgkin. Je sais qu'elle peut s'y adapter. » Le médecin a secoué la tête. Ses parents ne veulent pas qu'elle le sache. Vous feriez mieux de leur parler d'abord. Ce qui a suivi fut une embuscade. Ses parents, ses tantes, le médecin de famille, tous lui ont dit qu'il était un jeune homme insensé qui détruirait cette merveilleuse jeune femme en lui disant la vérité. Puis sa sœur, âgée de 11 ans, est venue vers lui, les larmes coulant sur son visage. Elle l'a frappé à la poitrine, lui a dit qu'Arlen était trop bonne, trop belle pour une telle douleur. Cela l'a brisé. Il a écrit une lettre d'adieu à Arlen. Si jamais elle découvrait qu'il avait menti, c'en serait fini d'eux. Il la portait partout dans sa poche. Il est allé à l'hôpital. Arlen était assise dans son lit, entourée de ses parents. Elle l'a regardé et a dit « Maintenant je sais à quel point il est important que nous nous disions la vérité. Ils me disent que j'ai une fièvre glandulaire et je ne suis pas sûre de les croire ou non. Dis-moi Richard, ai-je la maladie de Hodgkin ou une fièvre glandulaire ?» Il a répondu « Tu as une fièvre glandulaire. » Et il est mort intérieurement. Une semaine plus tard, elle l'a appelé « Richard, je veux te parler, viens !» Il s'est assuré que la lettre était dans sa poche. Il est entré dans sa chambre. Elle a dit « Assieds-toi ». Puis elle l'a regardé dans les yeux. « D'accord. Maintenant dis-moi, ai-je la fièvre glandulaire ou la maladie de Hodgkin ?»« Tu as la maladie de Hodgkin. » Et il a tendu la main vers la lettre. Ses premiers mots, après avoir appris qu'elle souffrait d'une maladie mortelle, n'ont pas concerné la mort. « Mon Dieu, ils ont dû te faire vivre un enfer. » Elle s'inquiétait pour lui. Puis elle a dit quelque chose qui a défini toute leur relation. « Tu aurais dû t'en tenir à la vérité. Nous savons ce que nous faisons. Nous avons raison. » Le diagnostic final est tombé des mois plus tard. Ce n'était pas non plus la maladie de Hodgkin. C'était une tuberculose lymphatique, probablement due au lait non pasteurisé. Chaque médecin s'était trompé. L'oncle avec son huile d'oméga, le spécialiste qui a traité un résultat de test négatif, l'hôpital qui a écrit un point d'interrogation. Tous. Et le petit médecin qui avait posé la question sur le sang dans sa toux, celui qu'ils avaient qualifié de fauteur de troubles, était le plus proche de la vérité. Le système l'a écarté. Et Arlen en a payé le prix. Elle est décédée le 6 juin 1945. Elle avait 25 ans. L'horloge de sa chambre s'est arrêtée à 9h20 et 1. La plupart des gens y verraient un signe de l'au-delà. Feynman savait que l'horloge était fragile. Il l'avait réparée auparavant. L'infirmière l'avait probablement prise pour vérifier l'heure dans la faible lumière et avait dérangé le mécanisme. Même à cet instant, assis à côté du corps de la femme qu'il aimait, son instinct était de chercher la vraie réponse. Pas celle qui réconforte. Il a fallu des années à Feynman pour comprendre ce qui était arrivé à Arlen. Le chagrin s'est estompé lentement. La colère, jamais. Car ce qui le hantait n'était pas seulement la perte, mais l'écart qu'il avait constaté entre ce que les médecins savaient et ce qu'ils comprenaient. Et cet écart n'a cessé d'apparaître partout où il regardait. À Princeton, il a suivi un cours de biologie de 3e cycle. Sa première tâche concernait le système nerveux d'un chat. Il est allé à la bibliothèque et a demandé à la bibliothécaire une carte du chat. Elle l'a regardé comme s'il avait perdu la tête. « Une carte du chat, monsieur ? Vous voulez dire un tableau zoologique ?» Des rumeurs ont circulé sur cet étudiant en biologie idiot qui cherchait une carte du chat. Lors de sa présentation, il a commencé par dessiner le chat et nommer les muscles. Les étudiants en biologie, avec 4 années de formation à leur actif, l'ont interrompu. « Nous savons tout cela. » Sa réponse, tirée de « Vous plaisantez, monsieur Feynman », fut « Ah bon, alors il n'est pas étonnant que je puisse vous rattraper si vite après 4 ans de biologie. » Ils avaient perdu tout leur temps à mémoriser des choses qui pouvaient être consultées en 15 minutes.
4 ans, 15 minutes, les mêmes faits. La différence. Ces étudiants avaient mémorisé la carte, Feynman comprenait le territoire. Et il avait vu cet écart exact au chevet d'Arlène. Des médecins qui pouvaient nommer toutes les maladies, mais ne savaient pas réfléchir lorsqu'une vraie patiente ne correspondait pas à une page de manuel. En 1974, il a donné un nom à ce phénomène. Lors de la cérémonie de remise des diplômes de Caltech, il a décrit ce qu'il a appelé la « science cargo-culte ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, des insulaires du Pacifique Sud ont vu des soldats américains construire des pistes d'atterrissage. Des avions atterrissaient, des fournitures arrivaient. Après le départ des soldats, les insulaires ont voulu que les avions reviennent. Alors, ils ont construit leurs propres pistes avec des bâtons, sculpté des écouteurs en bois pour les contrôleurs, allumé des feux sur les côtés. Tout semblait parfaitement correct, mais aucun avion n'a jamais atterri. Le point de Feynman était brutal. Vous pouvez suivre chaque rituel de la science. Les blouses blanches, les diplômes, les études, les revues par les pairs, et n'avoir toujours rien. Parce que vous avez sauté la partie qui compte vraiment comprendre fois pourquoi fois quelque chose fonctionne, pas seulement savoir que ça fonctionne, et il a prononcé la phrase qui transperce tout. Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper vous-même, et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Il ne parlait pas de fraudeurs. Il parlait de professionnels sincères et bien intentionnés qui croient réellement comprendre parce qu'ils ont mémorisé les réponses et n'ont jamais remis en question si mémoriser est la même chose que savoir. C'était en 1974. Voici ce qui s'est passé 52 ans plus tard. À l'hiver 2026, il y a quelques semaines seulement, l'Académie américaine d'ophtalmologie a publié un éditorial dans sa revue. Le titre, La science cargo-culte. Une revue médicale en 2026 utilisant les mots exacts d'un physicien de 1974 pour décrire ce qui se passe actuellement au sein de la médecine moderne. L'éditorial soulignait ce que les chercheurs appellent une crise de la réplication. Des études médicales publiées, évaluées par des pairs et officiellement accréditées, qui s'effondrent dès que l'on tente de les reproduire. Il citait directement Feynman, écrivant que la science cargo-culte donne les apparences de la science, mais ne produit pas de résultats sur lesquels d'autres peuvent s'appuyer de manière fiable. Ce n'était pas un professeur de physique qui disait cela, mais des médecins à propos de leur propre profession. La même année, JAMA Network Open a examiné 309 vidéos de santé sur YouTube, toutes réalisées par des médecins agréés. Le résultat, moins d'1 sur 5 était étayé par des preuves scientifiques solides. 2 sur 3 n'avaient que peu ou pas de preuves du tout. Et voici la partie qui devrait vous inquiéter. Les vidéos avec les preuves les plus faibles attiraient le plus de spectateurs. Et en ce moment même, sur le Student Doctor Network, le plus grand forum en ligne pour les étudiants en médecine, vous pouvez lire des messages d'étudiants au sein du système disant des choses comme « La quantité de bêtises à mémoriser en faculté de médecine est absolument stupéfiante. » Et « Ce n'est pas une profession pour les esprits pensants. Ce ne sont pas des étrangers qui critiquent la médecine. Ce sont les personnes en formation actuellement. Et elles savent que quelque chose ne va pas. » Beaucoup d'entre elles survivent à leur propre formation en utilisant ce qu'on appelle la technique de Feynman, une méthode élaborée par un physicien, pas un médecin. Parce que le système censé enseigner la médecine leur apprend à la mémoriser à la place. En 1966, Feynman l'a dit aussi clairement que quiconque. Ces mots exacts, publiés dans « Le plaisir de découvrir ». La science est la croyance en l'ignorance des experts. Pas du mépris pour les médecins, pas une rébellion contre la médecine, juste le principe tranquille et inconfortable qu'un diplôme n'est pas la même chose que la compréhension. Et la seule façon de savoir si quelqu'un comprend vraiment est de lui demander pourquoi. Puis, cela est arrivé à Feynman lui-même. 1978. Il a 60 ans, heureux, marié à Gwyneth, 2 enfants, enseignant à Caltech où les étudiants le vénèrent pratiquement. Et puis, des douleurs abdominales persistantes, les médecins ont découvert une tumeur, et pas une petite, 2,7 kg de la taille d'un ballon de football, un cancer rare appelé liposarcome myxoïde. Elle avait déjà écrasé son rein gauche et détruit sa rate. Certains de ses collègues ont suggéré que le cancer était causé par les radiations. Ce matin de 1945, lorsqu'il avait observé l'essai de la bombe Trinity à travers rien d'autre qu'un pare-brise de camion. Il était la seule personne à avoir refusé les lunettes de protection, arguant que le verre bloquerait les ultraviolets. Feynman n'a pas accepté la théorie des radiations, non pas parce qu'elle était effrayante, mais parce que les preuves n'étaient pas assez solides. Une théorie qui correspond à une bonne histoire n'est pas la même chose qu'une théorie étayée par des données. Cette distinction, celle entre une explication satisfaisante et une explication vraie,
était exactement ce que les médecins de l'hôpital d'Harlem n'avaient jamais saisi. Au cours des 10 années suivantes, il a combattu 2 cancers différents, le liposarcome et plus tard la macroglobulinémie de Waldenström. Il a subi de multiples opérations. Lors de l'une d'elles, il a perdu tellement de sang qu'il a failli mourir sur la table d'opération. Il a été sauvé par une collecte de sang organisée sur le campus, les étudiants et le personnel de Caltech faisant la queue pour le maintenir en vie. Malgré tout, il n'a jamais cessé de travailler, jamais cessé de penser. Il a donné son dernier cours 2 semaines avant sa mort. En février 1988, un ulcère duodénal perforé a détruit ses reins. Les médecins lui ont dit que la dialyse pourrait lui offrir quelques mois de plus, peut-être. Feynman a évalué cette offre comme il évaluait tout. À quoi ressembleraient ces mois? Quelle serait la douleur? Quelle serait sa capacité à penser, à travailler, à être lui-même? Il a pesé l'épreuve et a pris une décision. Il a refusé. Non par désespoir, non parce qu'il avait abandonné, mais parce qu'il comprenait le coût réel de ces mois. Et il a décidé que le prix n'en valait pas la peine. Ses derniers mots: « Je détesterais mourir 2 fois. C'est tellement ennuyeux. » Il est décédé le 15 février 1988. Il avait 69 ans. Feynman a passé une décennie à compter sur les médecins. Il respectait leur travail. Ce qu'il n'a jamais respecté, c'est le système qui le sous-tendait. L'oncle avec son huile d'oméga, le spécialiste qui a ignoré son propre test, l'hôpital qui a écrit un point d'interrogation, l'infirmière qui a fait taire le seul médecin posant la bonne question. Aucun d'entre eux n'était une mauvaise personne. Ils avaient été formés à reconnaître des schémas par cœur et se retrouvaient impuissants dès qu'un patient ne correspondait pas. Vous avez déjà vu cela. Peu. Être pas dans un hôpital, mais dans une salle de réunion, dans une salle de classe. Chaque fois que quelqu'un avec des diplômes ne pouvait pas répondre à un simple « pourquoi » et s'offenser quand vous le demandiez. La question que Feynman nous a laissée n'est pas de savoir si cela se produit encore. Les revues l'ont confirmé il y a 3 semaines, les étudiants en médecine le confirment chaque jour. La question est plus simple et plus difficile. La personne qui vous soigne peut-elle expliquer fois pourquoi? Ou peut-elle seulement vous dire fois quoi? Car le premier principe de Feynman demeure. Vous ne devez pas vous tromper vous-même. Et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Les médecins n'ont jamais compris cela. Lui, oui,